Belles-Lettres est cette émission qui vous introduit dans l'univers de la beauté et de la connaissance. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon invité de ce jour est à la fois banquier et écrivain, un de ces jeunes écrivains qui font la fierté de la littérature congolaise et qui participent un tant soit peu à la renaissance de belles lettres congolaises. Découvrez-le à travers cet élément. Eric Tumba Bukasa est marié et père de 2 enfants. Après une maîtrise en technologie de l'information à Northwest University en Afrique du Sud, il intègre le cycle international long de la promotion Willy Brandt de l'ENA en France, où il obtient un master en administration publique ainsi qu'une expérience pratique de la haute fonction publique française au ministère des Transports et de l'Équipement au Conseil régional des Basses-Normandie. Il retourne en République démocratique du Congo en 2008 où il entame une carrière de banquier d'affaires. Une vie après les Styx, son premier roman obtient en 2020 le prix Makomi ou prix européen de littérature congolaise récompensant le meilleur écrivain congolais. Eric Tumba a à son actif un parcours de leader estudiantin. Il est très engagé sur le plan associatif, principalement sur les problématiques de l'employabilité des jeunes et de l'engagement citoyen, et il contribue aussi au débat général depuis quelques années en participant à de nombreuses conférences internationales comme intervenant et par des publications scientifiques, principalement dans les domaines de l'intégration régionale et de la finance. Eric Tumba jouit d'une reconnaissance à l'international pour ses capacités de leader. Au départ gros lecteur, l'invité des Belles Lettres souligne que son cheminement dans l'écriture active a plutôt emprunté la voie de la musique urbaine. Eric Tumba se veut un auteur de la littérature africaine. Ses œuvres, dit-il, devraient tutoyer n'importe quelle œuvre, n'importe où dans le monde, et ce, sans complexe, quel que soit le type de littérature en face. Bonjour, M. Eric. Bonjour, M. Laurent. Avec Une vie après les Styx, votre premier roman, vous venez là de faire une entrée remarquable, je dirais même fracassante, dans l'univers littéraire congolais. Alors qu'il est... est-ce que vous assumez ce statut d'écrivain? Ah, le statut d'écrivain. Oui, congolais. Le statut de Congolais, oui, sans discussion. Écrivain, peut-être pas encore, ça viendra avec le temps. J'ai peut-être du mal avec les statuts, j'ai du mal avec les cases. Je suis quelqu'un de très transversal, oui, d'un peu touche à tout. Et peut-être que j'ai du mal à me définir comme étant écrivain ou n'étant qu'écrivain. Mais bon, j'ai écrit un livre. Pour le moment, j'en suis là. Néanmoins, vous pouvez nous raconter vos débuts en littérature? Alors, si vous voulez, moi, au départ, j'ai été un gros lecteur. Oui. Je crois que ça doit être le chemin de beaucoup de personnes qui un jour prennent le courage de prendre la plume. Donc j'ai beaucoup lu et j'ai lu très tôt. Mais je dirais que mon cheminement dans l'écriture active, oui, a plutôt emprunté la voie de la musique urbaine. J'ai longtemps œuvré sur la scène rap, oui, zaïroise à ses débuts, au début des 90, et un peu plus tard congolaise. Et là, j'ai acquis très vite la réputation d'un auteur de textes quasi compulsif. Il m'arrivait d'entrer en studio sans texte, d'écouter un beat, comme on dit, donc un son, et de le pondre sur place. Donc j'ai beaucoup écrit de ce point de vue-là, mais c'était plutôt avec un fond de lyrical. Voilà, ça a été mon entrée. À part ça, j'ai beaucoup fait de poésie. Donc j'ai plusieurs poèmes inédits que je revisite de temps en temps. Et voilà, j'y suis entré un peu comme ça. Certains diront peut-être par effraction. Okay. Et ça aboutit à un jour entreprendre un peu sous la commande de l'exigence ou d'une certaine responsabilité, oui, l'écriture de ce roman. Selon vous, qu'est-ce qui rapproche la musique de la littérature? À première
À chaud comme ça, je dirais le sens du beau, le côté esthétique, Oui. parce que dans la musique, il y a une recherche d'harmonie, il y a une recherche de beauté. Dans la littérature aussi, on ne peut pas aborder les instruments sans quelque part avoir une certaine maîtrise du style, une certaine maîtrise de l'art, Oui. tout comme on ne peut pas aborder le maniement des mots sans avoir une certaine idée de ce que leur combinaison peut produire comme beauté. Je crois que je dirais la beauté, la recherche du beau. À travers les mots. À travers les mots, et Oui. la musique La a musique. ça d'encore de parfois plus percutant que la littérature. Oui. C'est que c'est la recherche de la beauté dans le texte, mais aussi dans le son. La littérature, je dirais qu'il y a le texte au cœur de la littérature, bien sûr, mais il y a aussi quand même un déroulement d'images. Il y a tout un imaginaire Oui. qui fait que ça soit un art différent de la musique, mais tout aussi noble, si pas plus. Ok. Quels sont les livres qui vous ont fait entrer dans l'univers de la littérature et qui vous ont fait aimer la littérature? Alors, les livres qui m'ont marqué, moi, Oui. très jeune, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Cervantes, Don Quichotte, Don Quichotte, de la Manche. Je crois que c'est le premier livre qui m'a totalement captivé et qui m'a emprisonné dans l'imaginaire de Cervantes, sa façon de décrire ses personnages, ce côté, il a une manière, je dirais, magique de vous introduire à son imaginaire. Très tôt, ça m'a frappé. Après, il y a eu des classiques de Victor Hugo, Les Misérables. Mais j'ai vite compris que j'aurais toujours besoin d'un roman à côté. J'ai beaucoup lu Zamenga aussi, étant petit. J'ai toujours admiré ses talents de conteur et j'ai jamais souscrit au procès qu'on lui fait. Souvent d'ailleurs par les éducateurs congolais. Hein. On dit, ouais, lisez tout, mais bon, pas Zamenga, celui-là, c'est pas de la littérature. Jamais compris pourquoi, parce que je crois qu'on a du talent lorsqu'on est littéraire si on sait captiver le lecteur Oui. et si on sait, par un récit, accrocher et on réussit à susciter une adhésion à son idée, à son imaginaire. Et voilà. Quelqu'un qui vous lit de bout en bout, en tout cas lorsque le livre fait plus de 50 pages, c'est quelqu'un qui sait quelque part identifier à soit ce que vous racontez ou comment vous le racontez. Et je crois que Zamenga, il savait le faire bien. De manière peut-être moins lointaine et plus rapprochée de ce livre, moi, j'ai été marqué par la lecture de Une si longue lettre de Mariam Abba. Ah, Mariam, Oui, sénégalaise, oui. Voilà, sénégalaise. Je crois que je devais avoir 14 ans et demi, 15 ans. C'est une lecture obligatoire dans le programme congolais, je crois en 4e des humanités. Et j'ai été frappé par le style et sa façon de procéder. Déjà, c'est la première fois pour moi de lire un roman épistolaire. Je ne savais pas que ça existait. Et elle avait même réussi le pari d'écrire son roman à l'envers, à l'endroit. Donc, elle commençait par la fin. Et j'ai été agréablement marqué par sa capacité à décrire des réalités africaines, Oui. mais dans une très belle plume en français. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. J'ai lu après son roman Un chant écarlate, c'est un roman posthume, elle n'en aura fait que 2 malheureusement. Et oui, c'est une écrivaine qui est restée pour moi quelqu'un d'attachant et j'aime bien relire son livre. Après, il y a des littératures ou des œuvres littéraires qui ne sont pas forcément romanesques. J'ai beaucoup aimé Henri Troya, la biographie de Pierre le Grand. Je crois que c'est l'un des plus gros bouquins auxquels je me suis attaqué, mais qui m'a totalement, moi, éveillé à certaines réalités, notamment dans la sphère politique. Après, je lis beaucoup d'essais, je lis aussi beaucoup d'autres types de productions scientifiques. Je dirais que voilà, c'est à peu près ce que je peux dire pour... Est-ce que vous avez des modèles en littérature, des gens qui vous ont inspiré, Oui, qui oui, ont oui. influencé votre manière d'écrire? Alors, inspiré, oui, certainement. Oui. Influencer ma manière d'écrire, Oui. peut-être indirectement. Oui, je crois qu'on est inspiré par tout ce qu'on lit, Oui. par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on voit. Alors, j'arrive pas à faire une filiation directe.
Dans ce roman, j'ai fait écho à ce que Mariam Abba avait pu produire en moi comme inspiration, Oui. mais je ne suis pas sûr de m'approcher d'elle dans le style. Je ne suis pas sûr. Donc ça sera aux critiques de le définir ou de le constater. Encore dans la veine de l'inspiration, ce qui m'a poussé à écrire Une vie après le Styx en analysant de loin la réalité, la triste réalité congolaise, surtout dans l'Est, ça a été que moi, très jeune, j'ai pu découvrir des univers, et lui, je ne l'ai peut-être pas cité, mais je devrais, j'ai pu découvrir des univers grâce à la plume d'écrivains qui parlaient de leur milieu et qui racontaient leur réalité. Alors, j'ai toujours souvenance que moi, j'ai découvert les guerres napoléoniennes, pas en lisant un livre d'histoire, mais en lisant Tolstoï dans Guerre épée. Guerre épée, oui. Et il décrivait son univers de Russe, sa vision du conflit avec l'empire de Napoléon, en romançant les batailles. Voilà. Et alors, sa description de tous ces personnages, Kutuzov, Bagration et le reste, m'a laissé sur ma soif. Et je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'ils ont vraiment existé? J'aimerais bien comprendre. Et par le prisme littéraire, j'ai fait une démarche plus scientifique, d'aller un peu rechercher ce que ça représentait à cette époque, les guerres napoléoniennes. Dans le même ordre d'idée, je sais que les crimes commis par Léopold II et l'État indépendant du Congo ont trouvé leur plus grand écho dans des œuvres, par le biais d'œuvres littéraires, comme Au cœur des ténèbres de Conrad, oui. Plus tard du sang sur les lianes. Et du coup, je me suis dit, tiens, moi j'aimerais bien aborder la réalité congolaise, j'aimerais bien poser une balise temporelle pour que dans 50, 100, 200 ans, qui sait, un petit Ukrainien soit intéressé par ce qui est arrivé au Congo pendant ces 2 décennies sombres. Et je me suis dit, oui, peut-être qu'il y a l'immédiateté de nos réactions sur les réseaux sociaux, mais elles ne sont pas pérennes. Il y a le fait qu'on se dise à chaque fois touché et blessé. Mais moi, je voulais quelque chose qui survive aux contraintes de la géographie et du temps. Oui. Ben non, je ne sais pas si j'ai réussi, mais du moins, j'ai essayé. Et donc là, l'inspiration, un peu côté, voilà, plus immédiat par rapport au livre. Comment concevez-vous la littérature ? Ça, c'est pas une question aisée. Je ne sais pas ce que dit le petit Robert en définissant la littérature. Mais ma conception à moi, j'y arrive. Je crois que c'est souvent, et pour beaucoup, c'est très personnel. Moi, la littérature, c'est d'abord un exutoire. C'est d'abord un échappatoire. Et dans ces 2 formes, moi en tant que lecteur ou moi en tant qu'écrivain. Oui. C'est un moment que j'ai avec moi-même. Un moment que j'ai avec moi-même et je développe un rapport très compliqué avec mes œuvres, puisque ce sont mes œuvres. Et en tout cas pour ce livre, j'ai pris du temps avant de la livrer au public, avant de me dire que bon, il faut lâcher, il faut la lâcher maintenant. Combien de temps à peu près ? Alors j'ai commencé à écrire la trame du roman à la fin 2004, début 2005. 2004. Donc on va dire 15 ans à peu près, où j'ai commencé à travailler sur la trame. Mais bon, c'est un livre qui est difficile dans le contenu, même si c'est un message d'espoir à la fin quand même qu'on essaye de véhiculer. Oui. Et donc, il n'est pas facile à lire. Hein. J'ai eu ce retour de plusieurs personnes. A fortiori, s'il n'est pas facile à lire, il n'a pas été facile à écrire. Et donc, j'ai eu des années de pages blanches. Quand je dis 15 ans, ce n'est pas 15 ans continu, mais c'était mon roman. J'aimais y retourner quand j'en ressentais le besoin, oui. Ou l'abandonner, le consigner à des années d'oubli quand je pensais qu'il était temps que je passe à autre chose. Et donc, il y a ce rapport très, très personnel, en tout cas que moi j'ai avec mes œuvres. Et en termes de littérature, moi comme récipiendaire, comme celui qui lirait, oui, c'est très personnel. Hein. Je vais sur des sujets qui m'intéressent. Il faut que ça fasse écho avec soit ma conception du monde ou un questionnement sur des choses que je ne mériterais pas, que je ne comprendrais pas directement. Et souvent, je suis porté vers des littératures
qu'on qualifierait, vu de Kinshasa, d'exotique. Donc, je serais plus tenté de lire un auteur japonais que forcément un auteur quinois, même si maintenant je fais cet effort-là, parce que je crois que c'est important, et on en a de très bons d'ailleurs. Et oui, c'est pour moi un voyage, c'est toujours un voyage, c'est une quête. Et donc, je vois dans la littérature à la fois une course vers le lointain, oui, une course vers l'intemporel, comme j'ai dit, un exutoire qui vous libère des limites temporelles et spatiales, mais c'est aussi une introspection, c'est aussi un voyage en soi. C'est comme ça que je définirais la littérature. Et en tant que producteur de littérature, là c'est en tant que lecteur? Les deux. En tant que producteur, c'est plus le voyage en moi, oui, même si quelque part, il faut réussir à tenir le lecteur par la main pour qu'il vous suive. Oui. J'ai parlé de la relation très fusionnelle que j'ai avec mes œuvres. Donc, oui, c'est d'abord très personnel comme démarche. Je n'aborde pas l'exercice d'écriture en me disant « mais qu'est-ce qui intéresserait les gens ?» J'écris par rapport à ceux qui me touchent moi et ceux qui m'intéressent. Vous écrivez d'abord, on écrit d'abord pour soi, et pas pour les autres. Non. Même s'il n'y avait pas de lecteurs, oui, vous continuerez toujours à écrire. Oui, je pense que je continuerai à écrire, puisque pour moi c'est un besoin quasi vital. J'ai besoin d'écrire, comme j'ai besoin de lire. Et même si je ne trouvais pas forcément audience, ça ne m'arrêterait pas dans cette pulsion de coucher les mots, de consigner des idées. Non, je crois que je l'ai toujours fait. Okay. Oui. Il y a Alain Mabankou, oui, à qui l'on demandait pourquoi il n'écrivait que sur l'Afrique. Il répond que l'important pour un écrivain, même si l'on est dans le local, c'est de donner au local la dimension universelle. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette vision de pratique d'écriture? Tout à fait. J'ai bien aimé sa réponse. Hein. Je suis sur les réseaux sociaux, c'était impeccable comme réponse. Sa façon de dire que de toute façon, quand tu lis Tolstoï, il est aussi dans son coin, et oui, quand tu lis les autres, ils sont dans leur coin. Alors laissez-moi parler de ma réalité, oui, et quitte à la sublimer. Et comme vous dites, réussir à accéder à l'universel. J'ai dit une fois, dans une discussion avec certains lecteurs, oui, qui trouvaient par endroits la plume peut-être élitiste. Ouais. Et je leur ai dit, ben moi, mon ambition est claire, je ne sais pas si j'ai réussi. Moi, je me considère comme un auteur de littérature africaine. Et pour moi, mes œuvres devraient avoir l'ambition de tutoyer n'importe quelle œuvre, n'importe où dans le monde, oui, sans complexe. Et je ne ferai pas de la littérature pour l'Afrique. J'essaie de vraiment faire ce distinguo. Moi, je fais de la littérature africaine. Oui. J'emmène mes lecteurs dans un univers africain, mais je veux le faire dans les règles de l'art universel qui permettront à mes œuvres de tutoyer n'importe quelle autre œuvre. Vous voulez à la fois atteindre et les Africains, et les Européens, les Américains, tout le monde? En tout cas, de par ma manière d'aborder mon sujet, de oui, par mon style, je ne veux être complexé par personne. Et donc, j'essaie de fournir l'effort pour qu'il n'y ait pas de complexe. Et je le dis par opposition à ce que parfois on qualifie de littérature pour l'Afrique ou de français facile. On avait English for Africa à l'époque. Non, cette manière de vouloir diluer la qualité ou le contenu par un souci, souvent d'ailleurs hypocrite et faux, d'accessibilité, moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je ferai ma littérature au mieux de ma capacité, de mes capacités, au mieux de mon habileté. Et l'idée ici, c'est de tutoyer l'universel et de ne pas se faire de complexe, quel que soit le type de littérature ou le genre qu'on aura en face de soi, qu'elle vienne d'Australie ou d'Ottawa. À vous lire, on constate que vous avez une parfaite maîtrise de la langue française et de ses mots. Quel est votre rapport à cette langue-là? Voilà, alors parfaite, non. Je crois que je fais... quasi parfaite. Voilà, je fais des fautes comme tout le monde, mais je fais l'effort de me relire et de me corriger. Je crois que c'est la première langue que j'ai parlée. Et j'ai eu le privilège d'apprendre à la parler en France.
Oui. où j'ai vécu ma prime enfance. Donc peut-être que ça peut être une influence, ça peut être joué. Mais j'ai évolué dans des milieux totalement francophones, hein, que ce soit en France ou au Congo en majorité. Oui. Je crois qu'en RDC, j'ai eu la chance de faire des bonnes écoles, ça joue. Il y a un environnement familial propice. Donc je crois que tout ça, et puis il y a l'intérêt personnel pour la langue. Pour moi, le français, c'est quand même, si pas là, l'une des plus belles langues au monde. Je lis en anglais, j'ai fait mes études universitaires en Afrique du Sud, donc je suis parfait bilingue de ce côté-là. Oui. C'est vrai que j'ai lu de la littérature en anglais, mais ça ne me fait pas le même effet. Et donc je crois que moi, mon français, c'est une préférence personnelle et puis un concours de circonstances à la fois familiales et d'environnement qui ont peut-être conduit à ce que j'arrive à ce niveau de maîtrise. Mais je crois que c'est la lecture. Vous rêvez dans quelle langue? Alors là, ça dépend. là, ça dépend. Mais j'aimerais apprendre à rêver en Chiluba. J'aimerais apprendre à rêver en Chiluba. Je rêve pas encore en Chiluba. Mais pour le là, moment, vous rêvez dans quelle langue? Alors, ça peut être de l'anglais, du franglais, du lingala, du swahili, du français. Voilà. Parfois, d'autres petites langues qui me rappellent des endroits. Mais je pense que ça serait majoritairement en français, en anglais ou en lingala. Okay. Celle que je maîtrise le mieux. Comment est-ce que vous est venue l'idée d'écrire votre premier roman? Alors, et pourquoi les sujets qui est abordé là-dedans? Oui. Alors, j'ai eu plusieurs tentatives, hein, et je crois que beaucoup d'écrivains ou d'auteurs se retrouvent dans ce que je vais dire. Oui. C'est que j'ai commencé beaucoup de manuscrits et je les ai perdus. Alors, manuscrit ou tapuscrit, vous avez vraiment l'impression d'être sur le bon filon, vous tenez votre chef-d'œuvre, et puis une mauvaise manipulation ou un voyage, vous égarez le tout. Oui. Donc voilà, moi, je suis comme ça à la recherche de certaines bribes d'idées que j'avais commencé à exploiter. Celui-ci, honnêtement, ça m'est venu par responsabilité. Je crois que j'ai longtemps fait comme tout le monde par rapport au drame de l'Est, en constatant que ça ne s'arrêtait pas, que le cycle de violence, l'engrenage ne prenait pas de grain et qu'on risquait d'être parti pour longtemps. Donc quand je commence à l'écrire, c'est à 15 ans, ça continue encore aujourd'hui. Donc c'est vous dire que la prémonition n'était peut-être pas fausse. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on réussisse à consigner ce qui est en train de se passer quelque part. Il faut que ça soit raconté. Le devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Il faut une balise temporelle. Je dis toujours que pour moi, l'ambition a été de faire un cimetière de mots à toutes ces victimes anonymes. Pour moi, l'ambition, ça a été de leur donner une sépulture intemporelle. Et alors, bon, j'ai eu à faire du travail scientifique parce que je fais aussi des travaux de recherche. Et c'est vrai que ces travaux-là arrivent à vous donner une vision de la réalité, mais ils sont très rarement sans connotation dans le travail scientifique ou alors dans les rapports souvent politiques. On dégage des responsabilités, mais c'est toujours le regard de celui qui juge face à la personne qui est jugée. Et on sait toujours que dans ce type d'option, il y a toujours des hypothèses, il y a toujours un parti pris. Oui. Et finalement, c'est très critiquable. Moi, l'idée, c'était de me dire comment est-ce que je peux réussir à consigner cette tragédie sans forcément pointer les acteurs du doigt, sans forcément décliner des responsabilités immédiates, oui. Même si je pense qu'un jour, il faudra le faire, puisque l'impunité y est pour beaucoup. Comment réussir à le faire sans vraiment éclabousser ou pointer du doigt qui que ce soit. Et j'ai compris que peut-être que la meilleure des façons serait de se couvrir du drap de la fiction et de passer par l'écriture romanesque. Et donc oui, je crois que délibérément, il y avait cette envie-là de garder un regard distancié
par rapport à ces atrocités, qu'on n'a pas toujours lorsqu'on est dans un travail plus immédiat. Et voilà, je crois que la fiction me permettait de réunir tout ça. Et le titre du roman, vous l'aviez avant de vous lancer dans l'écriture, ou bien c'était la fin que vous avez trouvé ce titre-là? J'ai trouvé le titre en cours de rédaction. Je crois que je suis arrivé à ce titre en 2011. Et 2011, c'est l'une des années où j'ai le plus écrit. J'ai le plus écrit par rapport à ce roman, oui. 2011 et 2012. Et moi, j'ai commencé par la trame. Donc, en écrivant, je savais où je démarrais et où j'allais finir. Oui. Et avec des intermèdes, en sachant qu'il y aura ceci, il y aura cela, on va passer par ici ou pas par là. Et à la fin, lorsque il fallait réussir à faire émerger Sifa dans son envie, Sifa qui est l'héroïne du roman pour ceux qui ne l'ont pas lu, oui. Dans ses choix cornéliens, entre continuer de vivre après ce qu'elle a vécu, entre garder la vie qu'elle porte en elle, même si elle est issue d'un viol, contre ce qui pourrait être perçu, à l'époque, ça l'est beaucoup moins, comme une condamnation à mort de par son statut sérologique, oui. D'être HIV positive, porteuse du VIH. Tous ces choix-là m'ont conduit à constater qu'à chaque fois, elle a opté pour la vie. Je ne le faisais pas consciemment, mais dans le fil de l'écriture, j'ai remarqué qu'à chaque fois, elle optait pour la vie. Et donc, elle a choisi de vivre après avoir vécu l'enfer. Et donc, il fallait trouver quelque chose. Et je ne sais plus très bien comment je suis tombé sur le Styx. Oui. Je me dis, mais tiens, c'est exactement ça. Elle est passée par le Styx. Et les Styx, en fait, c'est quoi? C'est le fleuve des enfers en mythologie grecque. Oui. Et lorsque je donne une vie après le Styx, à cette époque-là, je ne perçois pas encore la double signification du Styx. Et c'est beaucoup plus tard, et d'ailleurs c'est après même l'apparition du roman, oui. Que je me dis, tiens, il y a quelque chose d'intéressant avec le Styx. Ce n'est pas juste le fait qu'elle ait réussi à remonter ce fleuve des enfers à contre-courant et à choisir la vie alors que tout l'emmenait en dehors du champ des vivants, mais le Styx, c'est aussi le fleuve de l'invincibilité. Puisque quand on plonge Achille dans le Styx, on le rend invincible. Alors, il y a Sifa qui a son cheminement à elle, qui est un cheminement difficile, mais qui quand même retrace aussi un peu en filigrane. Vous verrez qu'à la fin, elle donne à son enfant le nom de Kimia. Oui. Donc ça retrace un peu en filigrane au niveau national cette quête difficile que nous avons depuis 20 ou 25 ans vers cette quête de la paix, cette paix insaisissable qui nous échappe, mais derrière laquelle on court. Donc j'ose croire que nous sommes arrivés à un moment où nous allons la saisir et la saisir durablement. Mais en tant que pays, on a touché le fond. Tout à fait. On a été trempé dans le Styx. Ça a sûrement été douloureux, ça a pris le temps que ça a pris, mais ça nous condamne, maintenant qu'on en ressort, du moins je l'espère, à assumer un statut d'invincibilité. Donc pour moi et pour le Congo et pour mes lecteurs, mon souhait c'est de réussir, puisque chacun en aura, que chacun réussisse à traverser de manière victorieuse tous ces Styx, parce que dans la vie, il y en aura toujours. Chacun a son Styx. Chacun a son Styx, chacun a ses Styx. Oui. Mais en le faisant, oui. Qu'on accède à chaque fois à un statut d'invincibilité qui fasse qu'on ne retombe plus jamais dans ces affres-là et qu'après chaque Styx vaincu, on accède à l'Olympe, on accède au sommet. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais qui vivent cette situation de crise permanente comme une fatalité? Ouais, c'est dur, c'est dur de donner des leçons. Ouais. Et puis, c'est très compliqué d'analyser le Congolais comme un tout cohérent. Il y a beaucoup de réalités congolaises. Mais je pense que la fatalité n'est jamais la bonne réaction. S'abandonner à la fatalité, oui. Ce n'est jamais la bonne réaction. Et que quelle que soit notre position, notre situation ou nos difficultés, c'est par un sursaut, parfois d'orgueil, par un sursaut, une prise de conscience, qu'on arrive à se sortir de situations difficiles ou qu'on évite le trépas. Et donc oui, emprunter la voie facile de se dire que bon, c'est comme ça,
c'est un peu s'absoudre de notre propre responsabilité et de notre devoir d'œuvrer pour faire arriver ce Congo dont on rêve. Oui. Un peu comme le disent certains leaders, en tout cas adeptes de la théorie du changement, be the change you wanna see, soit le changement que tu veux voir. Si chacun individuellement, on essaye un peu d'incarner ce changement-là que nous voulons voir, même à l'échelle individuelle, de manière agrégée, on arrive à une société qui, petit à petit, se met en mouvement. Et donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, c'est compliqué de parler pour tous les Congolais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pays, potentiellement riche, retrouve quand même ses marques dans le concert de nations? Oui. Bientôt, c'est 60 ans d'indépendance et nous sommes là à errer. Alors, j'ai une vision très claire par rapport à ce qui devrait être fait. Oui. Le Congo est là où il est, pas parce qu'il a manqué d'intelligence. Il y a eu de belles intelligences, mais qui n'ont pas toujours été mis au profit de l'intérêt général. Oui. Ce dont le Congo a besoin, c'est un saut qualitatif en termes de gouvernance. Et je pense qu'il en a les moyens. Je pense qu'il y a des jeunes Congolais qui sont pétris du souci de l'intérêt général, oui, et qui ont envie de voir leur pays avancer dans la bonne direction. Il y en a localement, justement parce qu'ils savent de tout ce dont ils ont été privés à cause de politiques égoïstes et nombrilistes qui ne visaient qu'à enrichir une engeance et un petit clan. Et il y en a qui l'ont perçu parce qu'ils ont eu la chance de sortir et ils ont vu tout ce à quoi ils n'auraient pas eu accès s'ils n'avaient pas eu l'opportunité d'étudier sous d'autres cieux. Et ce sont des gens qui se disent, mais si c'est faisable à gauche, c'est faisable à droite, ça devrait l'être chez nous. D'autant plus que certains des pays qui réussissent ce pari n'ont en aucune mesure même pas le 10e de ce que nous possédons en termes de richesse culturelle, du sol, du sous-sol ou humaine. Et moi, je pense et je suis convaincu qu'il suffira à un moment qu'il y ait un leadership éclairé, qui réussisse à identifier et mettre en réseau ces acteurs. Et il y en a qui essayent, hein, il y en a qui essayent, pour atteindre une masse critique qui pourrait impulser à plusieurs échelons le changement. Mais c'est un changement qui passe naturellement et inéluctablement par l'accession d'hommes nouveaux au sens de mentalité. Il y en a eu très peu avant et qui souvent ont été ostracisés parce qu'ils n'étaient pas dans le mouvement général qui avait d'autres ambitions. Mais de plus en plus, quand je parle et je discute avec des jeunes et je vois la passion qu'ils ont pour le Congo, je vois les risques qu'ils ont été prêts à prendre, les risques qu'ils ont pris pour faire arriver une nouvelle façon de gouverner, de diriger et de voir, qui remettent le Congolais au centre. Et notre aspiration à faire de ce pays un endroit émergent, vivable et accueillant pour les générations futures de notre vivant. On veut pas. On a entendu parfois nos pères nous dire qu'ils le faisaient pour nous. On n'est pas sûr qu'ils aient réussi. Peut-être que nos grands-pères le leur disaient aussi, que l'indépendance était pour eux. Pas sûr qu'on ait réussi. Mais moi, je pense qu'on est ici dans un défi peut-être générationnel. Mmh. Et j'ai chevillé au cœur et au corps la phrase de Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, saisir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Oui. J'ai l'impression que ceux de ma génération l'ont saisi. Est-ce qu'on va s'accomplir ou est-ce qu'on va se trahir? Ça, le temps nous le dira. Est-ce que la littérature, je veux dire la culture, a un rôle à jouer dans ce processus de changement? Inéluctable. Ça commence là. Je pense que nous sommes où nous sommes parce que très tôt, on a déserté le terrain des idées. Le développement, ça se gagne dans la tête d'abord.
le développement, c'est d'abord un état d'âme, c'est cette envie d'aller de l'avant, de s'en sortir, et cette conscience qu'on ne pourra le faire que collectivement. Je dis toujours, quand je discute avec les jeunes, parce que j'aime beaucoup discuter avec les jeunes, et je pense que nous, ça nous a manqué, avoir des gens qui s'investissent pour dire que non, même si le mal s'est normalisé, même si on entrait dans une certaine banalité de ce genre de comportement, ce n'est pas la voie, et ce n'est pas ce dont nous avons besoin pour avancer. Des modèles. Des modèles. Oui. Et il faut réinvestir le terrain des idées. Oui. C'est là que ça se gagne. Le Congolais de demain que nous voulons voir, au-delà des slogans creux, la nouvelle citoyenneté, au-delà d'un épithète qu'on rattache à un ministère, c'est quoi? Qui va la définir? Par qui? Quand? Pourquoi? Ça doit être fait de l'intérieur. Le schéma de développement de la RDC, pour la RDC, ne peut être fait qu'en RDC par des Congolais. Tout à fait. Et il faut qu'on réussisse à revaloriser le travail de la pensée, mais pas de la pensée servile, qui est là juste pour mettre le baume là où ça fait mal, à des fins politiciennes. Ça, on sait ce que c'est et on y est habitué. Non. On veut une pensée en profondeur. On veut une action prospective. Mais qui sont ces Congolais qui, aujourd'hui, pensent au Congo que nous voulons avoir dans 10, 20, 30, 40, 50 ans? Ça ne va pas venir comme ça. C'est un travail. Et ce travail-là, certains l'entreprennent. Et je pense que lorsqu'on écrit, oui, même sous format littéraire, si on réussit à semer une graine dans l'inconscient collectif, qui va germer et tirer des individus dans la bonne direction, oui, on a joué son rôle. Et moi, je pense que la littérature a tout à faire. Avec un livre, on peut éduquer une nation. D'ailleurs, toutes les grandes nations ont des littératures fondatrices. Il n'y a pas la Révolution française sans le siècle des Lumières. Il n'y a pas les grandes idées de démocratie sans tous ces grands penseurs. Aujourd'hui encore, on crie ici séparation des pouvoirs. Mais on ne peut pas le faire sans parler de Montesquieu. Mais où sont les Montesquieu? Ils arrivent, ils sont là, ils commencent. Et ils vont, je pense, réussir à entraîner derrière eux des bataillons de jeunes qui comprendront que sans adhésion à l'intérêt général, on n'ira pas plus loin. Même dans 60 ans, on risquerait de se retrouver à constater le diagnostic sans pourtant y apporter des pistes. On peut bien réfléchir, écrire des livres, mais encore faut-il que les gens les lisent. Oui. C'est un très grand problème chez nous. Oui. Les gens n'ont pas cette culture-là. Oui. Que faire? Ah, oui. Je crois que ce qui manque le plus en RDC par rapport à la littérature, oui, de manière particulière, mais à la culture en général, ce sont les courroies de transmission. On a des îlots d'excellence. Oui. On a des îlots d'excellence. On a des petits clubs comme ça, de gens qui en savent beaucoup, mais qui cultivent parfois un entre-soi. Et c'est souvent lié aussi à un entre-soi social. On a accès à certains classiques parce que quelque part, on a eu des parents ou des amis qui avaient les moyens de se les procurer. Et voilà, de proche en proche, dans une certaine consanguinité, on a pu s'enrichir de ces apports. Mais bon ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui n'a pas mangé, il ne faut pas lui demander de lire 200 pages. Pour revenir à l'idée initiale, c'est que ce qui nous manque sont les courroies de transmission. L'école a un peu aidé. Les quelques écrivains congolais que moi j'ai eu à lire, ça a souvent été des textes obligatoires dans le programme congolais. Oui. Mais il fallait être dans les bonnes écoles. Est-ce qu'il y a, je constate qu'il y a des écoles dont on peut sortir sans avoir jamais fait de dissertation. Donc, dans cette école-là, est-ce que la courroie de transmission de ce patrimoine littéraire congolais fonctionne? Pas sûr. Il y a la courroie de transmission des lieux de culture qui a été totalement désarticulée à dessein. Plus un peuple est cultivé, plus il demande. Oui. Donc moi, je pense que quelque part, il y a une déstructuration volontaire. Mais
il n'y a quasi pas de bibliothèque. Vous qui en avez une à Bandal, d'ailleurs j'ai amené 2 livres pour essayer de l'enrichir, vous savez que même lorsqu'elle est là, elle n'est pas forcément utilisée. Pourquoi? Puisqu'on a voulu ringardiser le fait de lire, même parfois le fait d'avoir un raisonnement cohérent, mais ça a été fait à dessein. Et aujourd'hui, ce qu'on doit réussir à rebâtir, c'est le tissu culturel qui permette la transmission et qui permette que cette transmission-là ne soit pas entravée par les barrières sociales. Moi, j'aimerais bien qu'on réussisse à donner envie de lire à un jeune Congolais qui est à Popocabaka. C'est peut-être notre premier prix Nobel de littérature, mais il faut qu'on réussisse à l'atteindre. Et là, ça nécessite une politique bien pensée qui verrait comment réussir de manière inclusive à amener le plus de Congolais à la table. Mais lorsque vous constatez que des chancelleries occidentales organisent une fête du livre et qu'on n'y retrouve même pas un représentant du ministère de la Culture, je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. Est-ce qu'au-delà du livre, on ne peut pas envisager un autre moyen pour atteindre un plus grand nombre? Si, et je pense que d'ailleurs, tous les médias, on ne pourra pas faire l'économie des supports. Pour réussir à bâtir le Congolais de demain, on ne pourra pas faire l'économie des supports. Et c'est pour ça que vous verrez que la plupart d'entre nous, en tout cas cette jeune génération, vous nous verrez publier, vous nous verrez sur les réseaux sociaux, tout à fait. Vous nous verrez sur des émissions de ce type. Il faut réhabiliter la libre pensée et le penser juste. Il faut réhabiliter ça. Chez nous ici, ça a été désacralisé. On a distrait, on a human. Non, ça a été fait à dessein. Et finalement, être Yankee, c'est quoi? C'est réussir à dérober des millions au vieux de tout le monde et à faire des pirouettes. Non. Et comment peut-on réussir à recalibrer la boussole? Sinon, déjà, en essayant d'être exemplaires nous-mêmes et en rappelant à chaque fois, en tout cas à nos contemporains, que le cap, on le connaît. Et que c'est pas parce que et que le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et je crois que plus nous aurons de ces petites étoiles qui s'allument, plus on arrivera un jour à une lumière collective. En tout cas, moi, j'y crois et j'essaie d'apporter ma petite pierre. Pour revenir à votre roman, c'est un roman violent qui débouche sur une note poétique, sublime. Vous sentez-vous quelque part poète? Ça a été ma première passion. J'ai beaucoup de poèmes inédits. Et d'ailleurs, le fil du poème, qui est Ode à la vie, je l'ai pris d'un texte que j'ai écrit, je crois, en 2009, par là. Et je pensais qu'il s'adaptait bien à la chute. Et oui, je pense que je suis poète dans l'âme. J'ai toujours été un homme de la rime. Quand on pouvait pas vraiment faire du rap à l'époque sans avoir un attrait pour la rime. Ça a un peu changé aujourd'hui. Et il y a d'autres styles. Et je crois que j'aborde la vie dans sa complexité avec le regard du poète. Et parfois, ça aide. Souvent, ça handicape. Puisque, un peu comme Baudelaire disait dans l'Albatros, nos ailes de géant nous empêchent de marcher. À ce propos, il y a Jocelyn Danga, que j'ai reçu la semaine passée ici. Il a dit ceci à propos de la poésie, je cite, « La poésie est un peu comme le sang de la littérature. Une littérature qui n'a aucune goutte de poésie est technique, elle n'est plus de la littérature. Elle devient de la science carrément, science sociale, dissertation. » Êtes-vous de cet avis? Je dirais, en grande partie, oui. Puisque dans un poème, vous avez un condensé de littérature. Oui. Ce que vous pouvez expliciter dans un roman, vous pouvez décrire une scène ou un paysage de manière tellement précise que la personne s'y retrouve.
Dans un poème, Oui. vous devez essayer d'arriver au même résultat en 3 mots. 3 mots, oui. C'est un condensé de littérature. Et je pense que c'est l'un des genres les plus difficiles. Et d'ailleurs, la plupart des écrivains les plus talentueux ont tous été poètes. Vous pouvez prendre Hugo. Je suis en train de relire Romain Gary, La promesse de l'aube. Et il vous dit comment il a passé beaucoup de temps d'abord à s'essayer à la poésie. Je crois que c'est un condensé de littérature. Et lorsqu'on est un bon poète, Oui. Bon, ça ne se vérifie pas toujours. Je pense qu'on peut aborder avec moins de complexe les autres styles d'écriture. Je tendrai à être d'accord avec Josselin. Et par rapport aux sciences sociales et à tout le reste, Oui. là, je crois qu'il a parfaitement raison. Il est beaucoup plus facile de faire une œuvre scientifique que de produire une œuvre littéraire. C'est de la création. Ça ne demande pas les mêmes ressources. Okay. À propos de la poésie, quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, la poésie est comparable à l'albatros baudelairien, incapable de marcher dans un monde utilitaire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je venais de citer. Nos ailes de géant nous empêchent de marcher. Mais je crois qu'il ne faut pas renoncer à l'idéal poétique, à réussir à voir dans la laideur la plus crasseuse la beauté de l'humanité. Et c'est cet idéal poétique, je pense, qui parfois réussit à faire bouger les lignes. Mandela, s'il doit se définir en un texte d'une page, il vous parlera d'Invictus, il vous parlera d'un poème. Et donc, on ne peut pas sous-estimer la puissance des mots. La puissance des mots. Et là, c'est une phrase d'Orwell qui me revient. Il dit d'abord on vole les mots et puis on vole leur sens. First they steal the words, then they steal the meaning. Oui. Et je crois que c'est exactement ce que nous on essaye de faire, de redonner aux mots leur quintessence initiale et leur valeur et leur puissance transformatrice pour une société. Maintenant, beaucoup de grands talents sont de leur vivant incompris. Oui. Ça n'empêche pas la graine de germer pour ceux qui suivent après. Et donc, oui, pour moi, c'est un bel idéal. Et oui, c'est très baudelairien, c'est très compliqué d'avancer dans un monde où tout se calcule à la lecture ou à la lumière du matériel. C'est parfois dur d'apporter des œuvres de l'esprit et de croire que le changement peut emprunter cette voie. Vous avez mis près de 15 ans pour écrire votre roman, qui est un roman bien écrit, j'allais dire presque abouti. Mais j'ai une crainte. Est-ce que l'écriture de ces romans-là n'a pas épuisé tous les potentiels créatifs en vous? Est-ce que vous ne risquez pas de connaître la même situation que Tchekami Doukane, qui avait écrit un chef-d'œuvre, L'aventure ambiguë, et qui a mis du temps, 34 ans presque, pour écrire le second roman? Alors, déjà, l'écriture, c'est pas facile. Hein. Moi, je peux pas faire une écriture commandée. Hein. Donc, parfois, quand je vois des appels à texte et tout, je dis non, ça, c'est pas pour moi. Je peux pas écrire sur commande. Moi, ça répond à une tension interne. Ça doit venir des tripes. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et je laisse le temps aux idées de maturer. J'avais déjà une petite idée en début d'année par rapport à un texte, un autre roman. Et je l'ai laissé poireauter comme ça. Et puis, il y a 2 semaines, 2 heures du matin, je réfléchissais, je me lève. J'ai pu taper une trame de 5 pages. Bon, je ne sais pas si ça va prendre 5 autres années pour commencer à poursuivre. Mais moi, j'écris. D'une manière ou d'une autre, j'écris. Et je crois que si ce n'est pas un roman, ça sera autre chose. Là, j'ai un article scientifique en cours de publication. Donc, je ne pourrai pas arrêter d'écrire. Maintenant, ça sera simplement le format qui sera différent. Mais j'ai un besoin quasi, pas compulsif, mais un besoin vital de coucher
en quelques lignes ce que je pense, ce que je ressens et ce que j'entrevois. Mais non, j'espère ne pas finir sur cette lancée-là. Mais bon, après, c'est pas moi qui déciderai. C'est toujours sur les réalités du terroir. Oui. Mais ça sera plus léger. Ça va aborder des aspects socio-politiques intéressants sur une autre géographie totalement. Sur au moins 2 ou 3 continents cette fois-là. Mais ça va aborder, je pense, ce qui a au cœur de ma conception de l'homme congolais, oui, dans ses forces et dans ses faiblesses. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais bon, après, je ne sais pas combien de temps ça me prendra pour passer de la trame au premier texte. Mais comme je dis, je vais sur une note plus légère, donc qui pour moi devrait être plus facile à écrire. Comment êtes-vous arrivé à entrer dans la peau d'une femme pour raconter cette histoire? Ouais, ça, honnêtement, à chaque fois que j'ai dû tester mon manuscrit, ou même le livre une fois publié, je demandais, surtout à mes lectrices, pour moi, la vraie question ici, c'est de savoir si je suis crédible dans la peau d'une femme. Alors, je dirais que 90% des femmes ont répondu que oui. J'en ai eu quelques-unes qui m'ont dit non. Et oui, je me disais, on ne peut pas parler de la violence à l'est de la RDC sans échapper au fait que c'est d'abord une violence dirigée contre la femme. Et on ne peut pas considérer cette cible, ce choix de cible, comme un choix anodin. En voulant détruire la femme, on sait ce qu'on vise, on sait ce qu'on atteint. Et j'avais l'impression que je ne serais pas en mesure de communiquer à mon lecteur le fond de ma pensée si je le faisais de ma posture d'homme. Et qu'il fallait essayer d'entrer dans la peau de cette jeune fille qui était promise à un avenir brillant, mais qui va passer par les affres de la guerre et de la violence, mais essayer de le vivre d'un point de vue totalement féminin. Et oui, je crois que ce roman, c'est aussi, dans beaucoup d'aspects, un hymne à la femme et à la féminité. Okay. Je pense que nos sociétés en manquent. Et d'autant plus cruellement en Afrique, qui est très patriarcale et gérontocratique, il nous manque cette touche de féminité qui, parfois, débloque des situations et fait avancer le monde. Donc, ça a été le parti pris, un pari risqué. Mais bon, j'espère que j'ai réussi à le relever. Ok. En vous lisant, on réalise que tout au long de votre roman, vous posez très bonnes questions, des questions essentielles. Or, l'on sait que l'art de bien poser des questions est le propre de philosophe. Vous sentez-vous philosophe quelque part? En tout cas, j'aime la philosophie. C'est dans mes choix de lecture, les essais philosophiques figurent toujours en bonne position. C'est un cours qui m'a toujours fasciné. Et je pense que c'est dur d'écrire si on n'est pas un peu philosophe. Et c'est la première des sciences. C'est la première des sciences. Et vous remarquerez que dans le roman, j'aborde beaucoup de thèmes. Oui. Mais je ne pose que des questions. Tout à fait. À la fin, on ne sait pas dire quelle est ma position sur l'avortement, quelle est ma position sur l'homosexualité, quelle est ma position sur tant d'autres sujets. Mais je les aborde tout de même. Et vous laissez le champ ouvert. Le champ est ouvert. Après, on peut savoir quelle est la position de Vieux Solution, un de mes personnages. On peut savoir quelle est la position de Sifa par le choix qu'elle fait, ou la position de Pabalo dans sa manière de conseiller, mais on ne saura pas quelle est la position d'Ering Toumba sur cette question-là. Et je pense que c'est bien parce que ça évite l'effet de prompteur. Il faut après que chacun s'approprie de l'œuvre. Et je suis très content parce qu'à chaque fois que je discute avec des gens, oui, ils me font remarquer des aspects qu'ils ont trouvés au roman que moi, je n'avais pas du tout calculé en l'écrivant. C'est comme au moins une bonne dizaine de lecteurs m'ont dit « Ah, mais c'est merveilleux, vraiment, c'est un roman de prière. » Je dis « Roman de prière ?» Roman de prière, qu'est-ce que vous entendez par roman de prière? Non, mais à chaque fois,
Elle s'adresse à Emmanuel, excusez-moi. Elle s'adresse à Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Et elle lui parle au fond de sa détresse, son cri de désarroi. Cette personne qui l'entend sûrement, mais qui ne répondra pas. En tout cas, j'ai senti dans le cheminement du roman la présence de Dieu dans la vie de Sifa, malgré la vicissitude de son existence et tout. J'ai dit, waouh, c'est très beau, mais j'y avais pas pensé. Il y a, voilà. Il y a le professeur Babassi que j'ai reçu en ce lieu qui disait que l'œuvre tue son auteur. Oui, elle ne vous appartient plus. Dès qu'on produit un roman, un texte, ça ne vous appartient plus. Plus du tout. Ça appartient maintenant au lecteur. Oui, plus du tout. Okay. Et j'ai des interprétations qui, pour moi, sont toutes intéressantes, hein, puisqu'après, vous êtes dépossédé de ce que vous avez écrit, oui. Mais ça serait peut-être réducteur que de n'autoriser qu'une seule acceptation ou qu'une seule compréhension de ce que vous avez couché. Après, chacun voyant midi à sa porte, chacun peut lire le livre par le prisme de sa réalité et découvrir toute autre chose. Et c'est la beauté de l'art même. Okay. Là, nous sommes à la fin de notre émission, mais avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission qui vous a reçu, Belles Lettres? Alors, c'est une excellente initiative. J'ai suivi le passage de certains amis, oui. Avec attention et je me suis dit, tiens, ça, c'est quand même une émission qui manque dans le paysage audiovisuel congolais, où on peut consacrer un temps de discussion, de réflexion et d'échange avec des auteurs, jeunes ou vieux, la jeunesse étant l'état d'esprit. Donc, moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai été encore plus surpris d'être invité, donc je vous remercie. Et oui, j'espère qu'elle pourra contribuer à faire éclore de nouveaux talents, à leur donner une certaine forme d'exposition dont ils ont besoin pour avancer, mais à réhabiliter le livre. Et je suis content de savoir que vous invitez aussi des aînés, oui. Qu'on ne doit pas oublier et qu'on doit découvrir ou redécouvrir. Et donc voilà, moi je suis vraiment un fanatique de l'émission. À chaque fois que je vois le lien, je la regarde souvent sur Internet. C'est une heure de bonheur que j'ai appris à respecter. Ok, là, nous sommes à la fin et nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation et surtout pour nous avoir enrichis, pour nous avoir fait réfléchir au-delà de votre roman. C'est moi qui vous remercie, M. Laurent, et merci à toute l'équipe. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Eric Tumba, un des écrivains qui font la fierté de la littérature congolaise et qui, au-delà de son roman, nous a fait réfléchir sur la situation de la RDC. Nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye. Merci.